On se retrouve pour parler de la rémunération des médecins. Question mystérieuse, question qui a été, mise sur la table, en tout cas par les syndicats de médecins. Il y a, un accord qui est en train d'être trouvé. On parle aujourd'hui d'augmenter, la consultation, de médecine générale. Je ne sais pas si c'est pareil pour d'autres types de spécialités, mais en tout cas de médecine générale, qui était à 26,50 € à 30 €. Pour, débriefer tout ça, on va, recevoir aujourd'hui, Docteur Zoé. Alors Docteur Zoé, on l'avait déjà reçu, je vous invite à aller voir ce qu'on s'était dit. C'était, par rapport à des réformes, de Macron, de Gabriel Attal, je crois. Enfin bref, vous allez pouvoir trouver ça, en tapant Docteur Zoé, pas du stream, sur YouTube. Docteur Zoé, c'est, une médecin, qui va se présenter et qui, milite et qui est notamment présente sur Twitter. Vous pouvez donc la retrouver sur Twitter à docteur, du 8, Zoé du 8. Zoé, est-ce que tu m'entends? Ouais, je t'entends. Bonjour tout le monde. Est-ce que tu peux juste te représenter, brièvement pour ceux qui ne te connaissent pas? Ouais, donc moi je m'appelle Zoé, je suis médecin généraliste, je travaille à la campagne et je suis aussi militante. Je suis une militante de gauche, donc je milite beaucoup sur les questions de santé, sur l'accès aux soins, sur comment organiser les politiques de soins de manière à ce que chacun puisse se soigner correctement. Et puis je suis aussi une militante féministe, je travaille beaucoup notamment sur les questions de violences sexistes et sexuelles, mais pas que. Et donc je viens, vous parler là aujourd'hui, de la rémunération des médecins parce que comme il y a eu, cette nouvelle convention, je vais expliquer vite fait ce que ça veut dire, qui a été signée, la consultation de médecine générale augmente et moi il y a un truc qui me saoule un peu, je le dis honnêtement, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de rémunération des médecins, une partie de mes confrères et de mes consoeurs ont tendance à donner des informations qui sont extrêmement, allez, je vais dire partielle pour être polie, voire un peu erronée. Le problème, c'est quand même que la rémunération des médecins, ça nous concerne tous. D'abord parce que, bah, c'est lié, au système de soins, et puis que c'est l'argent de tout le monde. Et donc, je pense que ça serait plutôt bien, qu'on puisse en parler honnêtement. Moi, je vais dire les termes, hein, clairement. Qu'on puisse parler honnêtement de la rémunération des médecins, de quels enjeux il y a derrière, de pourquoi je suis pas d'accord avec une partie des arguments qui sont avancés par certains de mes confrères, parce que je ne suis pas la seule à penser comme je pense, hein, on est un certain nombre aussi. Mais je pense qu'on parle un peu moins fort et un peu moins souvent que les autres, donc c'est intéressant qu'on puisse développer tout ça. Ouais, 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 bien sûr, bah, on va faire ça. On va peut-être commencer par une vidéo. Bah, peut-être que tu peux présenter la vidéo parce que c'est toi qui m'as proposé les liens que tu, voulais, commenter Ouais, aujourd'hui. ouais. Alors, Donc là, on va voir raconte-moi, une c'est qui cette dame là vidéo. qu'on voit? Ouais, alors cette dame, c'est Mélanie Ricard-Henry, c'est, la représentante d'un collectif, qui s'appelle Médecins pour demain, qui se présentent eux-mêmes comme apolitiques et asyndicaux. Bon, qui en fait font un travail, syndical, hein, en réalité. Je ne sais pas pourquoi ils veulent pas se présenter comme syndicat, mais qui est en gros, une frange de médecins libéraux, qui militent pour, une augmentation très, très forte du prix de la consultation. Ils avaient, une revendication à 50 € la consulte à un moment et qui maintenant militent pour l'accès au secteur 2 des médecins généralistes, c'est-à-dire pour le droit de faire des dépassements d'honoraires. On en parlera un petit peu plus, juste après. Voilà, c'est un mouvement qui est né assez récemment, qui a quand même relativement de l'audience, et qui est, on va dire, pas présent aux négociations conventionnelles, mais qui est, assez représentatif, d'un certain type de discours auquel j'aimerais répondre. Donc on va regarder ça. Ouais, juste, soit dit en passant, c'est quelque chose qu'on remarque souvent sur la chaîne, hein, c'est ce truc de se présenter comme étant apolitique quand on est libéral. Je trouve ça un peu dommage parce que, ouais, ils sont libéraux, ils sont libéraux. Il y a pas de honte à être libéral, je veux dire. Moi, je dis: «Je suis communiste», il y a pas de honte non plus, quoi. J'ai pas à dire: «Ah bah non, je suis apolitique, moi je suis dans le camp je suis je suis dans le camp du vrai, je ne me positionne pas». Bah, non, il y a pas de mal à être libéral a priori, on a le droit de le dire. C'est assez étonnant comme étiquette, je trouve, de se présenter comme Ah apolitique. mais totalement, et en plus, si tu veux, moi j'annonce clairement ma couleur politique par honnêteté intellectuelle. Je trouve que c'est important de dire d'où on parle. Alors c'est ma culture politique, hein, de dire d'où on parle, mais c'est important en fait. C'est comme, tu vois, les journalistes qui se présentent comme neutres, et cetera. En fait, personne n'est neutre. À partir du moment où tu prends la parole publiquement sur un sujet politique, t'es pas neutre.
Et donc, c'est pas grave de pas être neutre, mais c'est grave de faire croire que tu es neutre alors que tu l'es pas. Et là, clairement, alors, je sais même pas s'ils veulent faire croire qu'ils sont neutres, mais en tout cas, ils assument pas leur positionnement. Mais comme plein d'autres, enfin, la majorité des syndicats de médecins te diront qu'ils sont apolitiques et qu'ils sont pas positionnés sur l'échiquier politique alors qu'ils le sont clairement, hein. Bah, en fait, ce qui est étonnant avec ce qualificatif d'apolitique, c'est que c'est des moi, j'ai toujours cette impression que ça veut faire passer une douille, tu vois? Genre, dire, «Ah non, mais moi, je suis juste là parce que non, mais je suis rationnel, c'est dans le but de tout le monde». Ça dilue tellement la conflictualité que peut y avoir dans la société. Le fait que, évidemment, si on augmente le salaire des uns, bah, forcément, c'est d'autres qui vont payer, tu vois? Donc on peut le dire clairement. Surtout qu'en plus, bon, on va en parler, je pense pas que les gens soient forcément contre le fait que les médecins aient un gros salaire dans la société. Je pense que la plupart des gens, quand tu leur dis, «Ah machin, un médecin, ils vont te dire: «Ah oui, bah, c'est utile, donc ça peut avoir un gros salaire», quoi. Donc, ils pourraient le dire clairement et dire: «Ah, je suis à la politique». C'est un peu dommage, quoi. C'est un peu suspect, quoi. Bon, on s'écoute cette vidéo? Allez, Alors, let's go. c'est parti. Donc il y a une grève qui est annoncée à compter du 3 juin prochain, initiée au départ par la FHP et les syndicats de médecins spécialistes pour protester contre la différenciation des tarifications entre les hôpitaux publics et les hôpitaux privés. À cela, les syndicats de médecins libéraux spécialistes ont rajouté également une protestation pour ouvrir l'accès au secteur 2 à tous les médecins, qu'ils soient spécialistes d'organes ou spécialistes de médecine générale. D'accord. D'accord. Donc, à la fois, elle annonce une potentielle grève, si j'ai bien compris, je sais pas si ça tient toujours et pour pouvoir passer au secteur 2, c'est-à-dire faire des dépassements, d'honoraires. C'est ça, exactement. Qu'est-ce que Alors, tu en donc penses là, de faut tout ça? mettre un. Bah, moi, je suis. Alors, on va dire les termes tout de suite. Moi, je suis très fermement opposée à l'existence même des dépassements d'honoraires. Je vais expliquer pourquoi. Alors, pour fixer un peu le cadre, quand vous payez une consultation chez le médecin généraliste, il y a 70% qui est remboursé par la sécurité sociale et 30% qui est remboursé par votre complémentaire santé. Sauf pour certains actes particuliers qui vont être pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ça, c'est pour l'immense majorité des médecins généralistes qui sont ce qu'on appelle au secteur 1. C'est-à-dire qu'on est installé, nos prix sont fixés par la convention avec l'assurance maladie, on n'a pas le droit d'aller au-delà et on doit tous se tenir à ces prix-là. Il existe d'autres manières de travailler. Il y a ce qu'on appelle le secteur 2, qui est un droit à faire des dépassements d'honoraires. Donc, quand vous allez chez le médecin, par exemple, je ne sais pas, l'acte coûte 40 euros, le médecin fait un dépassement de 30 euros, et ben vous avez 70% de l'acte de base qui est pris par la Sécu, 30% par la complémentaire. Et le dépassement, alors, il y a certaines mutuelles qui les prennent en charge, mais toutes les mutuelles ne les, enfin, toutes les complémentaires, parce que les complémentaires, c'est pas toujours des mutuelles. Toutes les complémentaires santé les prennent pas. Les complémentaires santé, en général, il y a un plafond, ça va être 150% du prix ou 200%, ça dépend. Et puis, il y a des gens qui ont des complémentaires, qui n'ont pas de complémentaires, déjà, notamment chez les gens qui sont retraités. Moi, je bosse dans un endroit où il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de thunes, dans un endroit qui est assez prolo et des gens qui ont des toutes petites retraites. Et en fait, les complémentaires pour les retraités, elles coûtent super cher. Et donc moi, j'ai plein de patients qui n'ont pas de complémentaire santé. Et ces patients-là, ou qui ont des complémentaires qui sont pas terribles, les dépassements d'honoraires, c'est pour leurs pommes. Et donc ça, c'est de l'argent qu'il faut sortir de sa poche. C'est 30 euros, 40 euros, 50 euros, parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup plus quand vous êtes dans certains actes de chirurgie. Il y a des anesthésistes, des chirurgiens qui peuvent aller faire des dépassements de plusieurs centaines d'euros, voire même qui se comptent en milliers d'euros. Et donc, évidemment, ça pose un énorme problème d'accès aux soins pour les gens qui n'ont pas d'argent. Alors, il y a tout un discours autour de ces dépassements d'honoraires. Alors, dans les textes, c'est marrant parce que c'est écrit que les dépassements d'honoraires doivent être faits avec tact et mesure. On croirait, Bruno demande, tu sais, c'est s'il vous plaît, monsieur l'actionnaire de Total, pouvez-vous baisser le prix, le prix de l'essence? Exactement. Exactement, avec tact et mesure. Donc, tu es là, bah, ça veut rien dire tact et mesure globalement. Enfin, il y a des mecs qui trouvent que 2000 balles de dépassement, c'est tact et mesure, tu vois. Donc, il y a Bah, ce ça souci. dépend de ton public. Si ton public, c'est que des bourgeois, 2000 balles pour Bernard Arnault, tu sais, c'est pas grand-chose, hein. Oui, 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 oui. Ah bah, en fait, si tu veux, le fond du truc, c'est ça. Alors, normalement, par exemple, tu n'es pas censé faire de dépassement d'honoraires pour des patients qui sont, par exemple, à ce qu'on appelait avant la CMU, c'est la C2S. Bon, en tout cas, voilà, les gens qui ont des revenus qui sont très bas,
les soins sont pris en charge sans avance de frais. Il y a une espèce de protection qui existe pour ces gens-là. Ils ne sont pas censés subir des dépassements d'honoraires, ces personnes. Mais en pratique, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai donné plusieurs fois l'exemple sur Twitter. Il y a chez moi un cabinet de radiologie où la majorité des personnes font des dépassements d'honoraires. Et donc, en fait, dans la pratique, les créneaux sans dépassement d'honoraires sont des créneaux avec beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'attentes. Donc, si tu veux avoir ton examen, qui parfois est important, hein, parfois c'est des suspicions de cancer, parfois c'est... Voilà, hein, moi, quelqu'un qui tousse depuis 2 mois, qui a perdu 10 kilos et qui est fumeur et qui a 60 ans, c'est bien qu'il ait son scanner thoracique pas trop tard, en fait, parce que ça se trouve, il a un cancer, en fait. Et 2 mois pour un cancer, ça peut être la différence entre un cancer qu'on soigne et un cancer qu'on soigne pas. Et donc, ces personnes, en pratique, on va leur dire: ah ben non, je leur fais pas de dépassement d'honoraires. Je leur propose de prendre le créneau sans dépassement. Ben oui, mais le créneau sans dépassement, il est 3, 4, 5, 6 mois plus tard. Dans une situation où on manque de médecins, le fait d'imposer certains créneaux avec des dépassements d'honoraires, ça met le couteau sous la gorge des gens. En fait, tu n'as plus le choix. Tu n'as plus le choix de pouvoir aller te soigner au tarif de la sécurité sociale dans le secteur 1, dans le secteur sans dépassement. Tu es obligé d'aller payer du dépassement. Et heureusement, en médecine générale, on n'a pas encore ce système-là. Et Médecins pour demain, cette consoeur-là, elle milite, par exemple, pour que ça soit généralisé. Oui, vas-y. Le truc, moi, je trouve que ça questionne, c'est parce que là, tu dis, les dépassements d'honoraires, ça coûte cher aux gens. Non, mais ça, c'est une chose, et je pense que tout le monde le sait, tu vois. Enfin, voilà. Mais c'est pourquoi est-ce qu'ils demandent des dépassements d'honoraires? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une nécessité réelle, je sais pas, tu vas peut-être me répondre que oui, à augmenter le salaire des médecins généralistes? Moi, j'ai appelé le titre là, du live, c'est «Les médecins mentent-ils sur leur rémunération?» Parce que je sais que tu demandes souvent le salaire des gens sur Twitter en donnant le tien. Et parce que c'est vrai qu'en fait, souvent, on sait même pas combien ils gagnent. Et puis ils disent on gagne pas assez, ça devient compliqué, machin, l'inflation. Mais en fait, on sait même pas trop combien ils gagnent. Enfin, il y a des chiffres, mais ils nous les donnent pas forcément. Je pense qu'il faudrait avoir un débat clair sur ça pour dire est-ce qu'il y a besoin de ces dépassements d'honoraires? Peut-être que oui. Encore une fois, c'est pas à moi de le dire personnellement, mais je pense qu'il faudrait que ce soit un débat, un débat à chiffre ouvert, quoi. Les profs, quand on parle du salaire des profs, on parle d'augmenter les profs. On sait combien ils gagnent les profs. Donc il y a pas de douille, tu vois. Exactement. En fait, c'est le problème de base. Moi, je ne connais, franchement, hein, alors il y a peut-être des exemples que je connais pas, mais je ne connais pas de professions qui sont payées par de l'argent public, qui disent qu'ils ne sont pas assez payés, mais qui ne disent pas combien ils gagnent. Et on voit qu'il y a une forme de douille parce qu'en fait, les gens, ils vont aller se centrer sur... ils vont jamais dire combien ils gagnent par mois, par exemple. Ils vont dire, voilà, le prix de la consultation, c'est tant. Je paye tant d'URSSAF par mois. Ben oui, mais en fait, tu dis que tu payes, je sais pas, 2 000 € d'URSSAF par mois. Mais quel est ton chiffre d'affaires? Si ton chiffre d'affaires, il est de 20 000 balles, payer 2 000 € d'URSSAF par mois, c'est pas beaucoup. À l'inverse, si ton chiffre d'affaires, il est de 3 000 à 4 000 €, payer 2 000 € d'URSSAF, c'est beaucoup. Enfin, en fait, ça veut rien dire en soi. Et c'est vraiment une question. Je t'avais mis... donc là, ce qu'ils adorent faire, en général, c'est parler du prix de la consultation. Je t'ai mis en lien une carte Ouais. qui a été faite par quelqu'un qui s'appelle Vite Carabin, qui est un BDiste médecin, qui a beaucoup, beaucoup de succès, hein, ces BD. Alors, j'ai pas les chiffres en tête, mais ça se vend super bien. Il a beaucoup de succès et bravo à lui pour ça, hein, bien sûr. Et donc, il a produit cette carte-là qu'on voit à l'écran, qui est très connue, qui a été beaucoup, beaucoup reprise par beaucoup de nos confrères, où on montre en gros 26,50 en France, 300 € en Suisse, 64 €, 300 € au Royaume-Uni, etc. Bon, alors il n'y a pas la Belgique, parce que la Belgique c'est 30 balles, hein, je sais plus, c'est 32 ou 34, donc il ne l'a pas mis, parce que sinon c'était pas assez. Voilà. Et donc, en fait, quand on regarde cette carte, on a sincèrement l'impression que les médecins français sont 3 à 6 fois moins payés, voire 10 fois moins que leurs homologues à côté. Mais le problème, c'est que cette carte, elle est franchement fallacieuse. Elle est fallacieuse parce que déjà, ça sous-entend que nos seuls revenus, c'est la consultation, qui n'est pas vrai. Il y a en médecine générale, quand on est installé, alors c'est pas le cas de les remplaçants, etc., mais quand on est installé médecin traitant, on a un certain nombre de primes de sécu. Et moi, comme je suis transparente sur ce que je gagne, je pense que c'est important. Moi, par exemple, sur cette année, ça va représenter à peu près 16 000 € sur l'année. La bourgeoise, elle a dit Docteur Zoé, la bourgeoise, là. Hein. Ah ben, Docteur Zoé, la bourgeoise. En tout cas, Docteur Zoé fait partie des 10% des Français qui gagnent le mieux leur vie. C'est un fait, tu vois.
C'est 16 000 euros, c'est énorme et c'est rigolo parce que quand j'ai posté ça sur Twitter, il y a un certain nombre de gens qui sont venus me dire oui, mais en fait, c'est anecdotique sur ton chiffre d'affaires. J'ai envie de dire, mais attendez, les gars, si 16 000 euros, ce qui représente quand même le salaire annuel d'une grande partie des gens, il y a plus de gens qui ont moins de 16 000 euros de revenus annuels que de gens qui ont plus de 5 000 euros de revenus annuels, en fait. Enfin, de revenus mensuels, largement, quoi. Alors, 16 000 euros, c'est du brut, hein. Donc, dessus, il y a de l'URSSAF, il y a de la caisse de retraite, il y a des choses comme ça. Mais bon, à la fin, il en reste une bonne moitié, hein. Donc, ça fait quand même beaucoup d'argent. Et ça représente 10 à 20% des revenus des médecins en fonction de leur type de patientèle, de leur type de pratique, etc. Moi, par exemple, si je suis très transparente, en fait, par exemple, les primes de sécu, elles vont dépendre de plein de trucs, mais notamment de la structure de tes patients. Quand tu as des patients qui sont âgés, des patients qui ont des maladies chroniques qui sont prises en charge à 100% par la sécu, tu touches plus. Par exemple, un patient de 80 ans qui a une maladie chronique, de plus de 80 ans qui a une maladie chronique, la sécu me verse 72 euros par an pour prendre en charge ce patient. Bon, ben moi, comme je travaille à la campagne, des gens comme ça, j'en ai plein. Et donc, du coup, ça me fait des grosses sommes à la fin. Et Ouais, donc, mais c'est plus de effectivement, taf, les... parce que c'est plus de taf qu'un patient de 16 Ah ben ans. bien sûr. Bien sûr, ben, c'est exactement pour ça que ça a été fait. C'est pour essayer de compenser un peu le temps qu'il y a en plus. Parce que moi, mes patients qui sont âgés, euh, très malades, ben, en fait, il y a plein de temps où je les gère hors consultation. Et je pense que là, on va arriver dans une discussion après qui sera un peu plus intéressante que juste rappeler que les médecins gagnent bien leur vie. C'est qu'en fait, le fond du problème, là, dans cette histoire, c'est la tarification à l'acte. Le fait qu'on nous paye à l'acte, ça n'a pas de sens parce qu'on travaille avec des êtres humains, que toutes les consultations, elles sont différentes et que du coup, 26, fixer un prix fixe pour voir un mec qui s'est pété le dos au travail, qui a besoin d'être arrêté quelques jours et de se mettre une bouillotte dans le bas du dos, et voir un mec du même âge, a priori le même dossier médical, etc., mais qui arrive en expliquant qu'en fait il subit du harcèlement au travail, qu'il a des idées suicidaires, qu'il a des problèmes d'alcool, ça va pas me prendre le même temps et ça va pas être le même engagement derrière. Il va falloir que j'appelle des spécialistes, il va falloir que je fasse un suivi, il va falloir que je le voie régulièrement, etc. En fait, tarifer l'acte de soin de manière standardisée, c'est débile parce que la complexité du soin, alors particulièrement en médecine générale, où en fait on ne fait pas de l'acte technique direct, on fait de la consultation, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Il y a des fois sur le planning, tu te dis, oh bah lui, il vient pour renouveler son traitement pour la tension, il est bien équilibré, ça va aller vite. Et puis en fait, bah, tu lui trouves un truc grave qui nécessite que tu appelles rapidement des spécialistes pour qu'il soit vu vite, etc. Bref, standardiser l'acte, c'est de toute façon complètement con. Là, quand ils présentent ça, quand ils présentent cette carte, on a vraiment l'impression que les médecins français, ils sont largement moins payés que les autres, alors que les chiffres, quand même, les chiffres qu'on a par l'INSEE, c'est que le revenu moyen d'un médecin généraliste en France, c'est 6 500 euros par mois. 6 500 euros net ou brut? Bon, je sais pas ce que vous... Net, net, net. Net. Net, ah oui, Et ça va 6 être très 500 euros net, variable parce que ça on va régale pas bien faire les quand mêmes même. actes. Mais oui, mais bien sûr que ça régale bien. Bien sûr que ça régale bien parce qu'en fait, tu comptes. Et après, il y a une grande variabilité. Et ça, c'est une réalité aussi. Tu as des mecs qui font des consultes en 5-10 minutes, qui voient 6-8 patients de l'heure, 12 heures par jour. Bah là, ils vont faire des chiffres d'affaires énormes. Et ça, c'est des mecs qui tapent des revenus très très hauts, à 5 chiffres, etc. C'est pas la majorité des médecins généralistes. Et puis, tu as des gens qui vont travailler beaucoup moins ou qui vont avoir des pratiques, je sais pas, des gens qui font beaucoup de suivi pédiatrique, par exemple. Bah, une consultation de pédiatrie, ça prend du temps. Faut déshabiller le bébé, faut discuter avec ses parents, faut prendre le temps. Voilà, quand on examine un bébé, si on veut pas qu'il hurle, qu'il panique, etc., bah, faut prendre le temps, faut prendre un petit jouet, voilà. Donc, ça prend beaucoup plus de temps. Pareil, moi, mes patients très âgés, parfois, juste le temps de se déshabiller, ça prend déjà 5 ou 10 minutes, quoi. Et puis au-delà de ça, alors chacun sa pratique, hein, mais moi j'ai du mal à comprendre je pense que c'est compliqué de faire de la bonne médecine en 5 minutes quand il faut écouter ton patient, lui laisser le temps d'expliquer ce qu'il a, bien l'examiner, lui expliquer ta prise en charge, lui expliquer quand est-ce qu'il doit revenir, etc., etc. C'est des trucs qui prennent du temps. Mais en fait, la tarification à l'acte, c'est un peu une prime au mauvais boulot en réalité, parce que plus tu fais de l'abattage, toi, si t'as pas envie de te prendre la tête, c'est pas compliqué, hein. Le moindre mec qui a de la fièvre, tu lui mets des corticoïdes, des antibiotiques, des machins, des trucs, un sirop pour la toux qui sert à rien, un spray pour le nez qui sert à rien, etc., etc. Ça t'a pas pris longtemps, hein. Ton ordonnance, elle est préfaite dans ton ordinateur, boum, tu lui donnes ça, terminé.
Mais en fait, c'est pas du bon boulot. Et le fait qu'on soit tarifé à l'acte, ça fait qu'il y a des grandes disparités de revenus. Alors, calmons-nous sur les grandes disparités de revenus. Moi, je fais partie de ceux qui gagnent le moins et je gagne quand même très bien ma vie. Moi, je suis à temps partiel sur mon activité libérale. J'ai une activité salariée à côté. Donc, je fais 3 jours par semaine au cabinet médical. Alors, je fais des journées avec des grosses amplitudes horaires quand même. En général, j'arrive au cabinet vers 9h et je repars entre 20h et 21h30. Je prends 1 heure de pause entre midi et 2. Et avec ça, en bossant 3 jours par semaine en libéral, en faisant, si on calcule, en comptant que parfois je fais des samedis matins, etc., je suis à, allez, on va dire 35 heures en 3 jours, je gagne entre 3 000 et 3 500 euros par mois sur mon activité libérale, en net pur. Sachant que, alors, il y a des dépenses que j'ai moins. Par exemple, moi, je suis en campagne, donc le prix du foncier, il n'est pas très cher. Donc voilà, ça, je pense que les gens qui sont à Paris et tout, ils ont plus de dépenses sur ce truc-là. Mais à l'inverse, je fais des créneaux qui sont peut-être un peu plus longs que la moyenne. Moi, je vois 3 patients par heure. En fait, j'arrive pas à faire plus. Quand je fais plus, je travaille mal. Donc, je vois 3 patients par heure, sauf sur des créneaux d'urgence quand on est en pleine épidémie, en hiver, etc., où là, je peux faire un peu plus de patients de l'heure parce que c'est compliqué sinon. Et surtout, nous, on est 5 installés et on a fait le choix, c'est un choix qu'on a fait collectivement, d'avoir des secrétaires sur place, 2 équivalents temps plein, il y en a même une qui est à 39 heures et pas à 35, et de les payer correctement. Et alors après, moi, j'appelle pas ça une charge, parce qu'en fait, les secrétaires dans notre cabinet, elles font partie intégrante de l'équipe et elles sont centrales. J'ai même envie de dire, s'il y a une des médecins qui est absente, c'est chiant, mais ça passe. Si la secrétaire est absente, c'est un cauchemar, mais vraiment, hein. C'est-à-dire que le travail de toute l'équipe est impacté. C'est très compliqué et les secrétaires médicales, chez nous, elles font beaucoup, beaucoup de choses. Et elles nous sont extrêmement utiles. En plus, elles connaissent super bien les patients. C'est l'intérêt, si tu veux, de ne pas avoir un Doctolib ou un truc comme ça, c'est qu'elles connaissent très bien les patients, elles savent évaluer l'urgence. Comme on est dans un désert médical, on a beaucoup, beaucoup de monde, donc ça permet de réguler un petit peu, de savoir qui est très urgent, moins urgent, etc. Bref, Zoé qui est elles en sont train de nous hyper avouer importantes. que la secrétaire, elle fait des consultes, en fait. C'est pour ça Bah, qu'elle est bien payée, alors, parce qu'elle rapporte, en fait, la secrétaire. exactement, exactement. Alors, elle fait pas vraiment des consultes, mais elle fait ce qu'on appelle de la régulation. Et Oui. ça, elles ont été formées pour ça. Mais en fait, elles ont une vraie expertise, hein, les secrétaires de mon cabinet. Et d'ailleurs, on pourrait même réfléchir très honnêtement à est-ce qu'il est normal qu'au taux horaire, elles soient pas payées à la même hauteur que les autres membres de l'équipe, sachant que leur métier est très difficile. Parce qu'elles sont coupées dans leurs tâches en permanence, le téléphone il sonne, elles sont en train de faire autre chose. Elles ont une mamie qui leur demande gna gna gna, je veux mon ordonnance et tout. Ouais, il y a Bref, des gens elles qui font te mettent plein de la trucs en même temps. pression, qui t'expliquent que Ouais, ça va ouais, pas, machin. Ouais, ouais, il y a des trucs, je pense, exactement. qui doivent être lourds, hein. Exactement. Et en plus, les gens, ils se permettent beaucoup plus d'être désagréables avec la secrétaire que d'être désagréables avec nous. Tu Mm. vois? Et nous, du coup, elles nous le disent, tu vois, machin, il a été odieux et tout. En général, devant nous, ils sont tout mielleux, tu vois, devant le docteur. Mais par contre, la secrétaire, les gens, ils se permettent de parfois mal leur parler. Alors moi, il y a très peu de cas où je m'engueule avec mes patients, mais ça peut être un truc où vraiment je gueule. C'est si jamais ils maltraitent les secrétaires. Alors après, tu vois, ton gosse fait une crise d'asthme, t'es hyper anxieuse, tu parles un peu mal à la personne parce que t'es stressée et tout, ça s'entend. Par contre, les gens qui se permettent systématiquement de mal parler au secrétaire, il y en a même qui disent des trucs du genre, ouais, vous bossez le cul assis sur une chaise et tout, t'es là, c'est bon, c'est bon gars, hein. Alors certes, enfin monter des murs en étant maçon et tout, c'est un métier très dur, etc. Enfin, aucun problème là-dessus, hein. Mais vraiment, le boulot des secrétaires médicales, il est hyper important. Je dis tout ça pour dire que c'est pas une charge, les salaires, c'est une aide. Et nous, c'est un choix qu'on a fait. Et c'est aussi pour ça que moi, je fais partie des médecins qui gagnent, entre guillemets, le moins. Et encore une fois, le moins, c'est 3 500 balles, 3 jours semaine, quoi. Alors, Mm. 3 jours semaine, 3 gros jours semaine. Mais ça va, tu vois. Et puis en plus, moi, j'ai mon activité salariée à côté. Donc, au final, je gagne 4 500 euros net par mois. Ouais, Et bah je oui, suis oui. vraiment dans la fourchette basse des médecins. Mm. Alors, je ne sais pas comment se représentent les gens, enfin, comment les gens pensent un bon salaire, mais moi, 4 500 euros par mois. Alors, encore une fois, j'habite à la campagne, donc l'immobilier est pas cher, par exemple. Mais moi, j'ai acheté ma maison à 28 ans, j'étais propriétaire de ma maison. J'ai une voiture bien, je pars en vacances. Mes gamines, elles mangent de la bonne bouffe. Enfin, ça va, quoi. Ça va vraiment très bien. Et alors, bon, je sais pas. T'en penses quoi, toi? 4 500 balles par mois. C'est bien ou c'est pas bien? Bah, moi, je trouve ça léger, hein, si tu veux faire comme Timothée Moirou et racheter et acheter 100 biens immobiliers à côté de faire de l'hypnothérapie et puis de la PNL, tu feras plus, hein. Ouais.
Ouais, bah, carrément, carrément. Et puis en plus, tu vois, je crois que Timothée Machin, là, il avait fait un truc super bien, c'est qu'il avait racheté tous les logements de Chalon-sur-Saône. Ouais. Et comme ça, tu peux faire la boucle et bouclée, tu vois. Tu sais que moi, l'agent immobilier de mon village, il est venu me voir, il m'a dit, ouais, docteur, parce que je suis une des seules personnes qui a de la thune dans cet endroit. Il m'a dit, ouais, docteur, vous savez qu'il y a des coûts à faire. Parce que dans mon village, dans les maisons de centre-bourg, tu vois, il y a des vieux trucs délabrés, etc. Il m'a dit, ah, vous achetez ça que dalle, vous le rénovez à peine. Et grâce aux APL, tu sais, tu as un espèce de plancher qui fait que les loyers, ils Hmm. descendent jamais très bas. Hmm. Et du coup, tu peux acheter une daube à 40 000 balles et le louer 400 balles par mois, tu vois, c'est ultra rentable et tout. Et donc, je m'étais dit, ah ben oui, ben super, mes patients qui sont en grande précarité, qui ont des problèmes de santé là, liés à leur grande précarité, je vais les soigner et les faire dormir dans un logement de merde en m'en foutant plein les poches. Ouais, c'est intéressant, ouais, je pense que je vais faire ça. Bon, bien sûr, je n'ai pas fait ça, hein, évidemment. Ouais, il y a 2 choses intéressantes dans le chat là, enfin, il y en a plein, mais dont je veux te parler. Il y a Docteur Transfourier qui nous dit: «Il y a le problème de l'origine sociale de nos chers confrères pour qui 3K c'est peu». Et alors, c'est peut-être pour rire que c'est marqué nos chers confrères et tout, mais en réalité, c'est vrai que c'est une question qui peut se poser parce qu'on sait que bah, souvent, les médecins, c'est pas forcément des gamins d'ouvriers, tu vois. Et donc, du Mm. coup, bah, peut-être que ces médecins qui demandent un plus gros salaire, pour eux, 6 500 balles par mois, c'est pas si gros que ça parce que par rapport au train de vie du père ou je sais pas trop quoi, ou des parents, c'est pas si gros que ça. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui nous dit, c'est RJ-du-6 qui nous dit: «Bonsoir, je vis dans un village de 8000 habitants à côté d'Avignon, 1600 en 2010, pour 0 médecin. Même dans le village d'à côté, je pense que c'est 800 habitants parce que 8000 c'est bizarre s'il y avait 1600 en 2010, mais bon, bref. Même dans le village d'à côté, 2000 habitants, la seule médecin est passée en déconventionné pour se mettre à 55 € la consultation de 15-20 Ah, minutes. ouais. Ça fait mal, hein? Alors, ah ouais, ça fait mal. Et puis ça fait mal pour les gens parce que du coup, en termes d'accès aux soins, c'est l'enfer pour eux. Je suis désolée pour vous. Alors, deux choses. Sur la classe sociale des médecins, mais bien sûr que ça joue. Parce qu'en fait, on a tous un référentiel de ce que doit être un bon salaire. Moi, mes parents, ils sont pas médecins. Alors, je suis pas d'une famille prolo, hein. Comme dirait Bourdieu, moi, j'ai eu un gros capital culturel, mais en termes de capital économique, moi, actuellement, je gagne ce que mes deux parents gagnaient. Mes deux parents gagnaient correctement leur vie. Mais en fait, moi, 4 500 €, ça me paraît sincèrement énorme parce que c'est plus que ce que mes parents ont jamais gagné. Donc effectivement, il y a ça. Et puis si tu veux, il y a aussi l'entre-soi amical. Les études de médecine, elles sont très enfermantes et du coup, les gens, ils ont tendance à beaucoup traîner entre médecins ou quand ils traînent pas avec des médecins, c'est avec quand même des professions en général, c'est des ingénieurs, des gros cadres, des avocats, etc. Alors les avocats, je crois qu'il y a des grandes disparités de revenus aussi. Mais en fait, quand tu passes ton temps avec des gars qui sont, je sais pas, cadres dans des boîtes, qu'on fait HEC, qui ont des espèces de bullshit jobs qui servent à rien, payés 12-15 K par mois, bah ouais, toi, t'as l'impression que tu te fais niquer à soigner des gens et à être payé 6 000 balles. Donc il y a un effet d'entre-soi. Et il y a aussi un problème sur la structure des études de médecine. La structure des études de médecine, elle est faite de manière à favoriser, enfin, tout le système scolaire est fait pour favoriser les gens qui sont issus des classes sociales sup, mais encore plus les études de médecine, et particulièrement la première année de médecine, où en fait il y a un concours avec des prépas privés. Et moi, j'avais la chance d'être dans une fac où il y avait une prépa publique qui était faite par les étudiants en deuxième année et qui était une prépa de bon niveau. On payait rien, on payait juste le prix des polycopes. Et moi, j'ai eu mon concours sans avoir besoin de la prépa privée, mais il y a des facs où il n'y a pas cette alternative. Et donc, il y a une vraie sélection par l'argent, haute sélection par l'argent, qui est renforcée par le fait que jusqu'à la sixième année, dans les études de médecine, on ne gagne pas notre vie. Les externes, ils sont payés entre 100 et 200 balles à mon époque. Je crois que ça a très légèrement augmenté, mais ça doit être 150 et 300, quoi. Enfin, c'est que dalle, ça permet pas de vivre. Et quand on est externe, on est en stage, on n'a que 5 semaines de vacances par an, on a des gardes les week-ends, on peut pas bosser. Et en plus, il y a le concours, il y a le boulot, etc. On peut pas bosser à côté. Donc il y a une vraie sélection par l'argent qui pose aussi ce problème-là. Et ça renforce un peu cette entre-soi sur les revenus. Mais tu vois, ça, des fois, on parle de fonctionnalisation des médecins. Je sais que ça fait peur aux médecins les plus libéraux, évidemment. Mais non, mais ça pourrait avoir cet intérêt-là, parce que tu dis les externes, ils gagnent 100 à 200 balles par mois. Tu pourrais très Mm. bien imaginer d'avoir un concours de médecine où après, tu as tes études payées, tu vois.
Mais Mm. du coup, après, comme dans l'armée, tu sais, tu dois un certain nombre d'années au moins où on te dit, ben ouais, mais voilà, on t'a payé tes études. Par contre, tu vas aller à cet endroit-là parce qu'on a besoin de toi à cet endroit-là. Tu vois le truc, quoi. Ça pourrait être intéressant dans ce sens-là parce que ce serait gagnant-gagnant. À la fois, l'étudiant en médecine, il aura un salaire dès la première ou la deuxième année. Et par contre, bah, du coup, la collectivité s'y retrouverait parce qu'elle aurait des médecins là où il faut des médecins plutôt que de laisser une liberté totale d'installation, quoi. Ouais. Alors moi, comme je suis un peu moins centriste que toi, je suis pour un revenu universel étudiant pour tous les étudiants et pas que les étudiants en médecine, hein. Ouais, mais c'est des Voilà. branleurs, les étudiants. Non, mais vraiment, tu vois, pour tout le monde, parce que ça aussi, ça fait de la sélection par l'argent quand il faut que tu ailles te taper du centre d'appel 20 heures par semaine à côté de tes études. Bah forcément, enfin, il y a des stats qui montrent que tu foires beaucoup plus tes études quand tu es obligé de travailler à côté, et ça paraît évident. Mais oui, oui, et puis il y a un vrai. Moi, autant la rémunération des médecins seniors. Alors, on pourrait parler des rémunérations des médecins à l'hôpital public, où il y a un vrai sujet sur les carrières hospitalières, notamment en début de carrière, qui font en plus un effet d'appel d'air, où les médecins peuvent se barrer parce qu'il y a des grosses disparités de revenus entre le public et le privé, et c'est un peu dégueulasse. Mais sur les médecins libéraux, très honnêtement, enfin, les médecins libéraux, ils gagnent bien leur vie. Et par contre, il y a un vrai problème sur les revenus des externes, ce qu'on disait, mais même les internes, hein. Les internes, ils gagnent, leur base de salaire, elle est à, je sais plus, 1003, 1004. S'ils tapent beaucoup de gardes, ils peuvent monter à 2000. Mais bon, ça veut dire se taper des semaines de 80 heures de boulot. Les internes, ils se font vraiment exploiter. Et ils servent de petites mains. Normalement, un service hospitalier, il est censé pouvoir tourner sans ses étudiants. Les étudiants sont censés pouvoir être en arrêt de travail quand ils sont malades, sont censés pouvoir aller à leur jour de formation. En pratique, pouvoir prendre leur repos de garde quand ils ont bossé 24 heures d'affilée. En pratique, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là-dessus, il y aurait un vrai sujet. Moi, je serais pour qu'on fasse une sorte de pacte, en fait. Alors, toi, tu parles de liberté d'installation, etc. Alors, en vrai, la liberté d'installation, c'est un truc qu'on peut discuter. Moi, je vais vous le dire très honnêtement. Bon, vous l'avez vu, je suis pas trop du côté des revendications très corpo, etc. Mais là-dessus, pour être très honnête, actuellement, c'est même plus la question. Actuellement, c'est même plus la question parce qu'en fait, on est en tel déficit de médecins qu'il y a eu une pénurie organisée de médecins. Tu peux mettre le petit graphe là, si tu veux, que je t'avais filé, le graphe sur le numerus clausus. Ouais. On est en telle pénurie actuellement qu'en fait, c'est même plus la question. Moi, les étudiants que je forme à la fac, même si 100% des étudiants vont tous se mettre dans le désert médical, ça va quand même être la merde, en fait. Bah, tu Donc, sais, moi j'ai un pote qui est interne en médecine générale. Et il m'a dit quelque chose comme ça et ça m'a fait marrer. Il m'a dit, ouais, en gros, il avait fait un truc où tu sais, tu pouvais avoir de l'argent si tu t'installais après dans un dessert ça s'appelle médical. ça s'appelle le CESP, contrat d'engagement de service public. Voilà. Et il m'a dit, mais de toute façon, je m'en fous, dans le département où il voulait aller, il me dit, quasiment tout est dans dessert médical en fait. Ah, Donc, mais bien sûr. bah, c'est vrai que du coup, la liberté d'installation, il peut s'installer où il veut. Le mec, de toute façon, il va s'installer dans un endroit où on a besoin de lui parce que de fait, il y a besoin de médecins généraux partout. Mais évidemment, alors en fait, il y a 87% du territoire français qui est actuellement désertifié. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est pas que dans les campagnes. Le plus grand désert médical de France, c'est l'Île-de-France. 96% du territoire qui est désertifié. Et après, il y a des niveaux de désertification entre c'est un peu la merde, c'est beaucoup la merde, et c'est très 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 la merde, globalement. Mais en fait, c'est la merde partout. Je vois une question dans le chat qui est extrêmement intéressante, qui est, mais pourquoi donc est-on en pénurie de médecins? Alors, les syndicats médicaux, actuellement, comme il y a des discussions pour augmenter la rémunération à l'acte, etc., ils utilisent beaucoup un argument qui est de dire la médecine générale n'attire plus, regardez, on manque de médecins généralistes, il faut un choc d'attractivité. Mais en fait, ça supposerait qu'il n'y a plus de médecins généralistes parce que les gens veulent plus faire ça. Mais en réalité, le nombre de médecins qu'on forme chaque année, il y a un quota. Alors, le nom de ce quota, on lui a donné un joli nom latin qui s'appelle numerus clausus, mais en fait, c'est un quota, hein, de fait. Et là, à l'image, vous avez un doc. Alors, c'est une infographie qui vient du Parisien, celle-là, mais il y en a plein d'autres. Qui Oh vous là montre là là là, le médiacentriste de droite. Là. Ah bah, bien sûr, bien sûr. Moi, je vais chez Paduring, je sors des médias centristes, hein, je veux pas te choquer, tu vois. Et donc ça, c'est une infographie, comme vous voyez. On voit que, en fait,
je vais vous raconter très rapidement l'histoire parce que c'est vraiment important de comprendre ça, de comprendre comment une gestion politique de merde, une gestion politique catastrophique peut nous mettre dans une situation où actuellement des gens meurent parce qu'on n'a pas assez de médecins, parce qu'on a pris des décisions de merde il y a 40 ans. Donc, le numerus clausus, il a été instauré au début des années 70. En fait, dans les années 50-60, il n'y avait pas de quota en médecine, mais il y avait de fait un quota parce que il y avait très peu de gens qui avaient accès aux études universitaires, parce que les études coûtaient très cher, et qu'en fait, du coup, ça créait de fait une sélection à l'entrée. Après 68, il y a eu une grosse massification universitaire. Il s'est mis à y avoir plein d'étudiants. Tout ce que je suis en train de vous dire, je le tire de travaux de sociologie et notamment un bouquin en particulier qu'on mettra en description qui s'appelle La hantise du nombre, qui parle de cette histoire du numerus clausus. Dans les années 70, donc, les grands mandarins de médecine, les grands professeurs de médecine de l'époque voient arriver dans leur fac tout un tas de gens qui sont pas comme ils aiment. Des gens qui sont pas tout à fait de leur classe sociale, qui se tiennent pas tout à fait de la bonne manière. Ils les appelaient les barbus. Alors, c'est pas la même, c'est pas la même insulte barbu que maintenant. Aujourd'hui, on l'utilise plutôt de manière islamophobe. À l'époque, c'était un truc un peu, oui, c'est des hippies, quoi. Et donc, ils n'ont pas du tout aimé ça. Et donc, ils ont commencé, un des syndicats d'hospitaliers, de mandarins hospitaliers, a commencé à demander à ce qu'on mette une sélection à l'entrée. Ils ont été rejoints par le Conseil de l'Ordre de l'époque. Conseil de l'Ordre de l'époque qui étaient des types super, qui étaient positionnés contre l'IVG, contre l'accès à la contraception. Enfin, historiquement, il faut voir d'où vient notre corpo. C'était aussi, dans les années 50-60, des mecs qui se sont énormément opposés à la mise en place de la sécurité sociale. Enfin, voilà, c'était vraiment la frange la plus dominante et la plus réactionnaire des médecins. Ça ne représentait pas tous les médecins, mais en tout cas, c'est eux qui avaient le pouvoir. Donc, ils ont mis en place ce truc-là. Ils ont été suivis par la frange la plus réactionnaire des syndicats libéraux. Et ils ont trouvé en face d'eux des politiques de droite qui étaient tout à fait contents de se dire « Oh là là, mais ils avaient déjà l'obsession de contenir la dépense de soins plutôt que de se dire en fait, il faut se donner les moyens d'avoir le meilleur système de soins possible. » Déjà, à l'époque, il commençait à y avoir des gars qui faisaient des petits tableaux, etc. et qui disaient « Ah, gna gna, mais ça coûte cher, etc. » Ça coûte cher, mec, c'est un cancer. Enfin, en fait, dans une société, si on n'est pas capable de se dire s'il y a bien des endroits où on met de la thune, c'est l'éducation des gamins, c'est la santé, bon, bref. Donc voilà, et donc tout ce petit monde-là s'est réuni et a créé le numerus clausus. Et donc ça donne cette magnifique courbe que vous voyez ici, c'est-à-dire qu'on formait 8-9 000 médecins par an. Et puis on s'est mis à le baisser. Vous voyez, dans les années 80 et 90, en fait, il y a eu un énorme trou de formation où on a formé très peu de médecins, à la fois à la demande d'une partie de la corporation médicale, mais aussi à la demande des pouvoirs publics. Résultat des courses, aujourd'hui, on se retrouve avec un énorme déficit de la génération des gens qui ont, on va dire, entre 40 et 60 ans. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas assez de médecins généralistes. C'est pas parce que c'est pas assez attractif, parce que de toute façon, le nombre de généralistes formés par an, il est fixé par les places au concours. Les places au concours, elles sont pourvues. Là, entre 2012 et 2022, le nombre d'installations a augmenté de 70%. L'âge moyen d'installation a baissé. Il est passé de 35 à 33 ans. Donc, c'est juste faux de dire que les jeunes ne veulent pas s'installer parce que la médecine générale n'est pas assez attractive. C'est pas vrai. La réalité, c'est qu'on n'est pas assez nombreux. C'est vrai que j'ai vu ça sur Twitter. J'ai vu des médecins comme ça dire ouais, c'est parce que la médecine générale n'attire plus, les jeunes ne veulent plus faire ça, je sais pas trop quoi et tout. C'est vrai qu'il y avait ce discours-là de dire, mais oui, tu sais, comme si c'était une marchandise et ouais, ça attire plus, les gens en veulent plus, quoi. Enfin, très étonnant. C'est l'offre et la demande, mais en fait, il y a des quotas, toutes les places en médecine générale, elles sont pourvues. Enfin, en fait, ça n'a pas de sens. Et surtout, je te dis, les installations, elles augmentent à peu près en même temps qu'ont augmenté, parce que comme vous le voyez, on a recommencé à former plus de médecins à partir du début des années 2000. Le truc, c'est comme un médecin, ça met 10 ans à être formé. Quand on décide d'augmenter les places, ça met du temps à se traduire en un effet. Et surtout, là, on se retrouve dans la situation où on a tous déficit de la génération qui était formée dans les années 80-90, et on a tous les mecs d'avant qui, eux, étaient nombreux, qui partent à la retraite. Donc en fait, on est pris en ciseaux entre les deux. Ça fait 30 ans qu'on sait qu'on va se retrouver dans cette situation. Moi, j'ai retrouvé un article des Échos qui date de 94, où on parle déjà du futur déficit de médecins, etc. Attends. Qu'on soit clair, tout le monde savait que la population allait vieillir et qu'il y aurait de plus en plus besoin de médecins, et les mecs en formaient de moins en moins. Je veux dire, il n'y avait pas besoin d'avoir fait l'ENA Polytechnique pour comprendre le problème.
Bah là, tu as un exemple de comment ça se passe quand tu prends des décisions politiques dans un petit entre-soi de merde. Je suis désolée de le dire comme ça, mais à un moment, il faut dire les termes. Ces gens ont du sang sur les mains, hein. Les gens qui ont pris ces décisions ont le sang de mes patients sur les mains et le sang des soignants qui sont en burn-out et qui pètent un plomb parce qu'on travaille dans des conditions qui sont intenables parce que nous ne sommes pas assez nombreux. Et c'est pas parce que c'est pas assez attractif, etc. C'est juste qu'on n'est pas assez. Et donc, en attendant d'être pas assez, il faut trouver des mesures d'urgence pour trouver des solutions pour à peu près soigner les gens, mais de toute façon, ça va être la merde, hein. Les gens qui écoutent, je vous le dis, ça va être la merde jusqu'à à peu près, pendant à peu près 10 ans. Ouais, et puis Ça va t'as être... parlé de la droite, mais la gauche aussi a du sang sur les mains, hein. Moi, je suis désolé. 1984, 1993, jusqu'à preuve du contraire, c'est François Mitterrand qui est au pouvoir, hein. Bah, c'est la droite, non? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais je voulais le dire pour pas que, parce que je sens les médecins libéraux qui vont nous dire voilà, c'est la gauche à ce moment-là. Et c'est vrai, tu vois. Il y a la gauche qui a trahi aussi. Ouais, bah, c'est la gauche, c'est la gauche qui s'est mis à faire des politiques libérales et des politiques de droite. Mm. Donc, en fait, tout ça, c'est la même veine idéologique, le tournant des années 80, très libéral, etc. Ça a donné ce type de décision, par exemple. Alors, les libéraux, ils vont dire oui, mais ça, c'est pas du libéralisme, parce qu'en fait, le libéralisme, c'est quand tout le monde est parfaitement libre de tout. Et t'as envie de dire, alors, mec, en fait, le monde duquel tu parles n'existe que dans un seul endroit. C'est le pays de oui-oui, d'accord? En fait, à aucun endroit, le libre marché total de tout n'existe, hein. Ce n'est pas possible. Alors, Il y a des puissances d'argent, il y a des corporations, il y a des gens qui ont du pouvoir et qui vont tirer le pouvoir vers eux. Enfin, voilà. alors si, ça a existé et j'en ai fait une vidéo avec Antoine Goya et ça a fini avec des ours. Ça a fini, alors ça a duré 5 ans et les mecs ont fini par se faire attaquer par des ours, quoi. C'est ça le vrai libéralisme, c'est quand il y a des ours. Toi, tu veux dire que c'était pas le pays de oui-oui où tout le monde est gentil? Non, Merde, moi je pensais non. que c'était, je Je pensais vous que ça invite à marchait comme ça, le monde. aller voir la vidéo qui s'appelle Baptiste Marché est-il devenu socialiste par peur des ours? Fit Antoine Goya sur ma chaîne Pas du Ring, vous verrez cette histoire d'ours. Ouais, alors je me permets un trigger warning Fury. Ah, Trigger warning Fury. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et bah, je crois que Ouais. le monteur qui a mis cette furie est dans le chat. Qu'il se dénonce, hein, parce que moi personnellement je suis furiphobe et j'ai été très très trigger par cette vidéo parce que les passages de Fury sont très longs, très très longs. Ah ouais. Il y a quasiment 8-10 minutes de furie, ouais. C'est ça. Bon bref, ce n'est pas le sujet du soir, mais c'est important de le rappeler. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, donc bref, tout ça pour dire c'est une énorme douille l'attractivité, et on a des études sur les freins à l'installation des jeunes médecins. C'est marrant d'ailleurs parce qu'on voit que le risque économique, en fait, ça fait très peur quand ils sont internes. Et puis plus ils avancent, moins ils ont peur. Les Mais stats attends, qu'on fait je suis désolé, qu'est-ce que c'est que cette histoire de risque économique? Qui se Oui, dit, faut vraiment être matrixé pour se dire, ouais, je vais être médecin plus tard, ça va être compliqué économiquement. Qui se dit ça, bordel? Comment les mecs ont pu avoir ça dans la tête? Je suis désolé, ça sort de nulle part. Enfin, mais tu sais qu'en fait, la manière dont cette étude du Conseil de l'ordre est faite, moi je me demande si les gens qui ont répondu, parce qu'en fait, ça n'existe pas les médecins qui font faillite, hein. Enfin, ça n'existe pas. Actuellement, un médecin généraliste ne fait pas faillite, c'est pas possible en fait, hein. Enfin, voilà, ça n'existe pas. Et donc, moi, je pense que leur flip, c'est plutôt le côté, et là, je vais prendre les termes qu'on utilise à la fac de médecine, hein, et qui ne me plaisent pas trop, gestion de l'entreprise médicale. Parce qu'en fait, tu sais, tu te retrouves à devoir gérer, à être patron, à devoir gérer des salaires et des machins, et à gérer ta compta et trucs. Et ça, en fait, on les forme assez mal là-dessus. Et donc, en fait, l'installation libérale fait peur pour ces raisons-là. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une grosse partie des jeunes médecins généralistes, qui se tournent plutôt vers le salariat. Et on est sur des chiffres à 20-25% des promos de médecine générale qui envisagent plutôt un salariat. Et en fait, ce que des gens comme les syndicats libéraux, ben, eux, ils défendent la médecine libérale en soi, donc ça leur plaît pas. Mais en fait, c'est pas que la médecine générale ne plaît pas et qu'elle paye pas assez. C'est que les gens ont les plus gros freins, c'est les freins perso. Avoir des services publics pour tes gamins, avoir un emploi pour ton conjoint, avoir accès à des logements, etc., etc. Le problème de la gestion de l'entreprise médicale, et donc une des solutions, c'est pas d'augmenter la consulte. Moi, en plus, ils me terminent quand ils disent augmenter la consulte, ça va améliorer la qualité des soins. Mais moi, personnellement, si la consulte demain passe à 50 euros, ça, je l'ai dit sur Twitter, mais c'est important. Moi, j'ai un certain nombre de patients en médecin traitant, je peux pas les dégager, en fait.
Donc si demain, tout le monde me dit: «Ah, tu vas pouvoir passer plus de temps avec tes patients», je dis: «Mais en fait, moi, si je passe pas plus de temps avec mes patients, c'est pas parce que j'ai peur de pas gagner assez d'argent, c'est parce que j'ai pas le temps». Moi, il y a certains patients, il faudrait que je puisse prendre 1 heure avec eux parce qu'ils vont vraiment pas bien en ce moment, et cetera, avoir du temps pour gérer le truc. Mais je peux pas. Alors, il m'arrive de le faire quand même, voilà, parce qu'il faut. Mais je peux pas parce que je suis pas assez payée, mais parce que j'ai pas le temps, j'ai trop de patients. Ça appelle à fond. Parfois, j'arrive le matin, j'ai toutes mes places d'urgence qui sont remplies. Enfin, j'ai pas le temps. Et donc là, si la consulte passe à 50 euros, j'aurai toujours le même nombre de patients. Je peux pas les dégager. C'est un désert médical autour de chez moi, personne pourra les prendre. Et mes patients seront toujours autant malades. Donc je ne vois pas comment on peut m'expliquer que je vais augmenter ma qualité de vie et ma qualité des soins. Ou alors les mecs ont prévu, mais alors à ce moment-là, c'est pareil, il faut le dire honnêtement, de bosser 30% de moins actuellement en se maintenant leur salaire. Peut-être que c'est ça le projet, hein. On veut maintenir notre salaire, bosser 30% de moins, mais du coup, ça va être sacrément compliqué vu la situation de désertification médicale dans laquelle on est, où il y a déjà une grosse partie de la population française qui n'a pas de médecin traitant. Ça va être vraiment compliqué. Mm. Et moi, je dis pas qu'il faut envoyer les médecins à l'abattoir et qu'on bosse tous 70 heures semaine et tout, parce qu'en fait, il faut aussi se préserver. Enfin, moi, je prends pas actuellement de nouveaux patients. J'espère que je pourrai réouvrir bientôt. Mais parce qu'en fait, je suis surchargée. Dans ma MSP, ma maison de santé pluriprofessionnelle, on a été surchargée cet hiver, vraiment, parce qu'il y a eu des départs autour de nous et qu'on a essayé de combler et qu'en fait, on s'est retrouvé avec trop de gens. Et on a fini l'hiver sur les genoux, quoi. Épuisés, on tombait malade alors que d'habitude, on ne tombe pas malade, on était fatigués. Enfin, et on s'est dit, mais on ne peut pas tenir, il y a 10 ans à tenir, on va pas tenir 10 ans à ce rythme-là, donc on est obligé de se protéger et de limiter un peu. Mais là, du coup, le discours de les gens s'installent pas parce qu'ils gagnent pas assez de thunes. Si on gagne plus de thunes, on va augmenter la qualité des soins et le temps passé. Mais c'est juste du foutage de gueule, en fait. C'est pas honnête. C'est juste pas honnête. C'est ce que je disais, c'était d'où le titre de la vidéo, tu vois, mentent-ils sur leur rémunération et mentent-ils en fait, moi ce que je comprends pas, c'est d'où sortent ces revendications. Euh, qu'est-ce Déjà combien gagnent les médecins qui demandent ça, qui nous le disent clairement. Qu'est-ce qu'ils comptent faire? Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de ça? En plus de ça, tu le rappelles souvent, mais étant donné que la médecine est financée par la sécurité sociale, c'est quand même notre argent à tous. Et avant de faire le choix d'augmenter les médecins, on aimerait bien mettre au clair tout ça. Parce que si le but, comme tu dis, c'est de bosser moins, bah, ça nous fait peut-être pas trop plaisir. Si le but, c'est de gagner 10 000 balles en moyenne plutôt que 6 500 net, ça nous fait pas trop plaisir non plus. Donc c'est vrai que c'est important. Je voulais mettre la dernière illustration que tu m'as envoyée, qui est celle de Vite Carabin. Alors encore une fois, c'est pas pour le tacler, il a pas l'air particulièrement vindicatif, ce gars. Mais il nous explique que les médecins ne sont pas payés par la sécurité sociale. Les médecins sont payés par les patients et les patients sont ensuite remboursés par la sécurité sociale. Alors qu'est-ce que tu veux nous raconter sur ça? Ouais. Alors Vite Carabin, non, c'est pas du tout pour le tacler, parce que, enfin, moi, en plus, je parle des discours des gens, hein. Vite Carabin, c'est sûrement un gars qui est très sympa, voilà, il y a pas de problème. Mais c'est que comme il produit de la BD, il produit des trucs qui sont hyper visuels, et cetera. Donc c'est intéressant. Et il tient un discours politique, Vite Carabin, mais comme plein d'autres médecins quand ils parlent de l'organisation de leur métier. Et c'est un discours politique avec lequel parfois je peux être un peu d'accord. C'est pas Ouais, il est très fréquent. pro-sécurité sociale, par exemple, Vite Carabin. On peut pas lui enlever ça. Mmh, oui, en tout cas, il est pro-mutualisation de l'argent, Oui. ouais, c'est ce qui ouais. Et là, il a posté des trucs là-dessus, là, récemment, qui étaient pas mal. Moi, je l'ai retweeté, j'ai dit que j'étais d'accord et tout. Enfin, voilà, il y a des trucs sur lesquels on est d'accord, il y a des trucs sur lesquels on l'est moins, voilà. En gros, là, ce qu'on voit, c'est les médecins ne sont pas payés par la sécurité sociale. Tiens, si tu peux lire les bulles, parce que moi, je vois pas bien Les médecins avec sont pas payés mon par la sécurité sociale et donc il dit non, les médecins sont payés par leurs patients, les patients sont ensuite remboursés par la Sécu. Comme quand vous payez votre garagiste, vous êtes ensuite remboursé par l'assurance. Est-ce que votre garagiste est un employé de votre assureur? Non, le garagiste est à son compte. Eh bien, les médecins, c'est pareil. Ouais, bon. Alors là, il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Ça, c'est vraiment le truc de les médecins sont pas payés par la sécurité sociale. C'est un truc très ancien de la médecine libérale et qui est un truc de réaction pour surtout ne pas avoir l'air d'être des fonctionnaires. Parce qu'en fait, la réalité, c'est qu'on est payé par de l'argent qu'on a tous mis en commun. Et donc, le pas n'est pas très important pour dire qu'en fait, on est des fonctionnaires. Vu qu'on fait un service public nécessaire pour tous et qu'on est payé par de l'argent public. C'est quand même un peu compliqué Surtout de... qu'on en parlait l'autre jour avec un invité psychologue. Les psychologues, eux, ont refusé d'être remboursés par la sécurité sociale, justement pour pas être considérés à la botte de la sécurité sociale, entre guillemets. Je simplifie, les psychologues, ne me taclez pas, mais en réalité, il y a quelque chose
de différent entre le statut du psychologue qui du coup n'est pas du tout payé par la sécurité sociale, de celui du Ouais. médecin où je suis désolé, moi quand je vais chez le médecin, je sors ma carte vitale et Mmh. bah, je paye rien entre la carte vitale et puis la complémentaire santé quoi. Donc Ouais, c'est ça, c'est quand même c'est un ça. petit peu c'est quand même un petit peu facile en gros de dire on n'est pas payé par la sécurité sociale, mais d'où vient l'argent des médecins la plupart du temps de la mutualisation et de la sécurité sociale. Ouais, bah, moi, je vous donne un exemple simple. Ma gamine. Si je file 1,30 € à ma gamine pour qu'elle aille acheter du pain à la boulangerie, d'accord? Donc je lui file 1,30 €, elle achète sa baguette de pain à la boulangère, elle revient avec le pain. Est-ce que c'est ma gamine de 6 ans qui a payé le pain? Je suis désolée, je prends un exemple très con comme ça, mais c'est pour voir à quel point l'argumentaire tient pas, en fait. Bien sûr que si, c'est la Sécu qui paye. Et la Sécu et les complémentaires, c'est 70% la Sécu, 30% les complémentaires. Et moi, d'ailleurs, je fais très souvent des tiers payants sur la part Sécu. C'est-à-dire que les gens, par exemple, les gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, parfois avancer 26,50 €. Pire, hein, quand tu amènes deux de tes gamins, les consultations des enfants de moins de 6 ans, c'est 31,50 €. Quand tu amènes tes deux gamins chez le docteur, parce que les deux ont dégueulé toute la nuit, machin, t'as pas le choix et tout, lâcher 63 € d'un coup, il y a plein de gens pour qui c'est pas possible en fait. Donc là, je fais des tiers payants sur la partie sécu et du coup, ça leur permet de payer 9,45 € le prix de leur complémentaire qui leur rembourse après pour un enfant ou 7,95 € pour un adulte. Bref, donc moi, en fait, la moitié de mon chiffre d'affaires, c'est directement les caisses de sécu, MSA, CPAM, etc., qui me les versent sur mon compte. Donc, c'est vraiment une énorme douille de dire qu'on n'est pas payé par de l'argent public. Et par contre, la vraie douille dans cette histoire, c'est les complémentaires santé. Ce qu'on ne sait pas, c'est que les complémentaires santé, il y en a toute une partie qui fonctionne sur le modèle des assurances privées. Et là, on a vraiment des chiffres. Alors, mon Twitter est rempli de chiffres là-dessus. Si vous voulez, je vous en mettrai en description et tout. Envoyez-moi des MP, c'est ma passion d'expliquer ça. Mais les complémentaires santé, ça coûte nettement plus cher pour un service nettement plus pourri. Et c'est pas, et surtout sur les frais de gestion. Les frais de gestion de la sécurité sociale, c'est de l'ordre de 3%. Les frais de gestion, c'est-à-dire l'argent sur 100 € qu'on cotise à la Sécu, il y en a 97 qui vont dans les soins et 3 qui vont dans le fonctionnement de la Sécu. Dans des assurances privées type AXA, etc., c'est 22%. Vous imaginez, c'est 7 fois plus. Donc c'est un délire. Et c'est pas étonnant parce qu'il faut rémunérer des actionnaires, il faut rémunérer des PDG hors de prix, il faut rémunérer des commerciaux parce que les libéraux qui te parlent de la concurrence, etc. En fait, la concurrence, ça coûte cher. Quand tu mets les gens en concurrence sur un truc, qu'est-ce que tu t'en bats les couilles de faire une concurrence pour rembourser des soins? Si les si les soignants sont payés, etc. Enfin, t'as pas besoin de concurrence, quoi, ça a aucun sens. Et donc là, comme tu as de la concurrence, faut aller payer des commerciaux, faut aller payer du marketing, des mecs qui font un logo, je sais pas quoi et tout. Bon, je crois que la Sécu paye des mecs pour son logo aussi, mais vous voyez un peu l'idée. Et donc, les complémentaires, ça coûte plus cher. Si on passait tout au 100% Sécu, c'est-à-dire il n'y a que la Sécu qui rembourse, on économiserait immédiatement, et ça, c'est le Haut Conseil à la sécurité sociale. Il y a un article d'Alternative économique qu'on vous mettra en description si vous voulez, qui détaille ça. Euh, ce Haut Conseil là a étudié qu'est-ce qui se passe si on vire toutes les complémentaires santé et que tous les soins sont remboursés à 100% par la Sécu. Immédiatement, on économise plus de 5 milliards d'euros juste en transférant les complémentaires sur la Sécu. En fait, j'ai Parce que invité Bernard Friot avec une IA là un peu. Hein. Exactement, c'est exactement ça. Il y a quelqu'un qui a dû se tromper de live et qui dit oh la vache, la gauchiste de base. Ah ouais. Ah, désolé, Nem Sournois. Il s'est pas rendu compte avant. Alors, je ne revendique pas le qualificatif de gauchiste au sens léniniste du terme, si je puis me permettre. Mais par contre, turbo-gauche, oui, clairement. Mais j'annonce la couleur, hein, moi, j'avance pas masqué. Hein. Mais j'ai des vrais, et par ailleurs, j'ai des vraies données, j'ai des vrais chiffres hein, sur lesquels je m'appuie. Moi, j'attends que mes confrères viennent me démontrer que les médecins français sont les moins payés d'Europe, hein, parce que les données de l'OCDE, c'est plutôt qu'on serait 8e a priori sur les 30. Donc on n'est pas au top, mais on n'est pas non plus en queue de peloton. Bah d'ailleurs, le gars le médecin là, qui avait posté cette carte, il s'est pris une note. Il s'est pris une note de la communauté. Ouais. L'étude la plus sérieuse et la plus récente est celle de l'OCDE. Elle conclut que la France, pour les revenus des médecins, se classe au 8e rang parmi les pays les plus riches, ce qui n'est pas formidable, mais ce n'est pas le dernier rang comme l'affirment certains syndicats. Mais oui, en fait, si tu veux, en plus, en médecine, on est censé être basé sur des preuves scientifiques. Il y a plein de gens, notamment du Twitter médical, qui se sont beaucoup positionnés pendant le Covid, et ils avaient raison hein, pour défendre
voilà, les traitements qui sont le mieux prouvés, etc. Bon, il le faisait parfois d'une manière avec laquelle je n'étais pas tout à fait d'accord, mais c'est un autre problème. Mais voilà, moi je suis pour se baser sur des preuves scientifiques, etc. Et du coup, je ne comprends pas pourquoi dès qu'on parle de politique de santé, d'organisation du système de soins, tout d'un coup, on se met à s'en battre les couilles des données, des études, de la méthodologie. On raconte n'importe quoi avec son doigt mouillé. C'est la fête. Voilà. On est les moins bien payés d'Europe. On est 7 fois moins payés que les Anglais. Euh, on dit jamais combien on gagne tout à fait. Enfin, bon, bref, en fait, j'en ai marre qu'on raconte des conneries. Je préférerais qu'on réfléchisse sur des vrais chiffres parce qu'après, on a le droit d'être pas d'accord avec ma vision du truc. Moi, je suis pour 100% sécu, des soignants pas payés à la tarification à l'acte, mais payés au temps de travail. Comme ça permet de valoriser les prises en charge complexes, etc. Je suis pour un travail le plus possible en pluriprofessionnalité. Je vais même faire ma marxiste de base, mais je suis pour qu'on... moi, la division absolue du travail, je suis pas spécialement favorable à ça. Et je pense qu'à terme, ça serait intéressant que nous, les médecins, on se sente pas que du corps médical, mais plus largement du corps soignant, et qu'on travaille plus ensemble avec les kinés, avec les sages-femmes, avec les infirmiers, avec les aides-soignants, avec les travailleurs sociaux. Enfin, voilà, ça. Et on pourrait penser un système qui serait bien plus intéressant avec un service public de santé territorial, avec une sécu où les cotisants ont leur mot à dire sur comment on dépense l'argent de la sécu, et pas que un système vertical des ARS, qui sont les antennes du ministère de la Santé. Bref, il y a vraiment un discours à porter qui, moi, est un discours de gauche. Je veux bien que les mecs soient pas d'accord avec moi. Enfin, heureusement qu'il y a plein de gens qu'on n'est pas d'accord et qu'on discute, etc. Mais putain, partons de vraies données, quoi. Arrêtons de raconter juste n'importe quoi. C'est pas possible. Et en plus, ça met une sale ambiance même dans notre... je vois chez nos étudiants, quoi. Moi, j'ai vraiment des internes, ils arrivent à l'internat de médecine générale, ils croient qu'on va être payé 2000 balles. Je dis, mais les gars, mais pas du tout. Enfin, tu vas très bien gagner ta vie. Par contre, le problème que tu vas avoir, c'est que l'hôpital s'effondre, que tu vas pas avoir de kiné, qu'il faut absolument que tu t'installes à plusieurs pour te protéger, pour pouvoir te répartir la recherche de travail et pas partir en burn-out, qu'il va falloir que tes gosses puissent trouver une école qui soit à moins de 20 km de chez toi. C'est ça les problèmes qu'ont les gens. Et il faut arrêter de raconter des conneries à nos internes. Et je pense qu'on peut aussi tenir un discours, on va dire, positif et combatif sur notre métier, qui est un métier magnifique, qui est hyper gratifiant. Les patients, en général, ils sont super cool avec leur médecin traitant. Enfin, tu vois, quand tu disais au début, les gens, ils sont d'accord pour qu'on soit bien payé, mais bien sûr, les gens, enfin, je veux dire, moi, 95% de mes patients, ils sont adorables avec nous. J'ai plein de chocolat de vieux à Noël, tu sais, les cerises avec de l'alcool, truc pas très cool. Enfin, voilà, et du pâté de faisan et du machin. Enfin, les gens, ils sont trop sympas, en fait, en général. Et t'en as quelques-uns qui sont pas très cool, mais souvent, c'est qu'ils ont des vies de merde ou qu'ils sont stressés ou que machin. Ou que juste, c'est des cons, hein, ça arrive aussi. Mais en fait, il se trouve qu'en médecine, on soigne tout le monde, y compris les cons. Et c'est ça qui fait la beauté de notre métier. Bref, j'en ai marre qu'on tienne des discours de merde. Je pense que c'est important qu'on vienne tenir un peu des contre-discours sur ces trucs-là. Et si je puis juste me permettre de rajouter un dernier truc sur l'infographie, là, par rapport aux garagistes et tout ça. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup de comparaisons avec les coiffeurs, avec les garagistes, avec les plombiers, avec les machins. Le dessin de Plantu, là, sur le plombier et payer 125 balles pour changer un filtre de machine à laver. Enfin, bon, bref, c'est quand même... Moi, ça me gêne de dire ça. Déjà parce que pourquoi ces métiers-là, ça serait pas des métiers importants et qui méritent une bonne rémunération, premièrement. Enfin, moi, mon mec, il bosse dans le bâtiment. Le soir, il rentre, il est couvert de poussière, sous 40 degrés, il rampe dans des vides sanitaires, dans des crottes de chauve-souris qui datent des années 70, tu vois. En se niquant les tendons d'épaule et tout pour réparer des maisons et construire des maisons, c'est quand même vachement important comme métier. Et je vois pas pourquoi ça serait plus dégradant qu'un autre. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est, les gars, si vraiment les plombiers, ils sont payés 4 fois plus que vous, mais allez faire plombier. Mais vous n'allez pas le faire parce que vous savez très bien que, c'est un métier qui est plus difficile que le nôtre, c'est une réalité. Alors, il n'y a peut-être pas les mêmes amplitudes horaires, le même type de stress, etc. Mais quand même, les plombiers, enfin, voilà, ils ont des maladies pro, des accidents de travail, c'est dur, quoi. Et puis surtout, les plombiers, en fait, ils gagnent moins que vous. Alors, je parle pas Bah, des évidemment, patrons qui ont plein de j'avais vu les employés. enfants de bourgeois aller faire de la plomberie en masse, tu Mais vois, bien c'est sûr, n'importe mais quoi bien cette sûr, histoire de plombier qui serait payé plus que les médecins. mais bien sûr. Et en plus, c'est oublier le fait que là, je suis désolée, mais on n'est pas des commerçants, en fait. La médecine, c'est un truc particulier. On prête serment, on a un code de déontologie. Dans notre serment, il y a je soignerai l'indigent et quiconque me le demandera.
Ça fait partie de l'honneur de notre métier. Non, alors je crois que la citation n'est pas parfaite, mais il est tard, désolé. Ça fait partie de l'honneur de notre métier que de ne pas être dans une relation commerciale avec nos patients et de ne pas être dans le marché, justement. Sortir la santé du marché, c'est la démarche qu'on a fait avec la sécurité sociale. C'est ce qu'on a fait quand on a monté les systèmes des CHU, etc. Le fait de faire ça, ça nous a permis d'avoir le meilleur système de soins au monde jusqu'à la fin des années 90. On a détricoté ce truc de manière méthodique, etc. À cause des politiques libérales qui ont été faites et que l'hôpital a beaucoup subi. Aujourd'hui, on en paye les conséquences. Notre système de soins va très mal à cause de très mauvaises décisions qu'on a prises. Et se comparer à des garagistes, etc. Enfin, moi, il y a vraiment un truc qui me gêne. On n'est pas des commerçants. Et c'est super qu'on ne soit pas des commerçants. C'est l'honneur de notre métier de ne pas être des commerçants. J'ai rien contre les commerçants, hein. Mais vous voyez ce que je veux dire. On ne vend pas quelque chose. On donne. On ne prend pas. Et c'est pour ça que c'est important qu'on mette l'argent en commun pour soigner tout le monde et que nous, on soit payés pareil, qui que soient les gens qu'on soigne, quel que soit le soin qu'on donne. D'où l'intérêt de mettre fin à la tarification à l'acte aussi pour être vraiment dans un rapport à notre métier, qui est un rapport où la seule chose qui compte, c'est l'intérêt de notre patient et rien d'autre. Et là, ça nous permet de bien travailler et de faire de la belle médecine et une médecine qui est gratifiante et qui fait plaisir, quoi. Ouais, moi j'ai envie de parler d'un dernier truc que j'ai vu là, juste avant de faire le live. C'est la différence en fait. Dans la nouvelle génération, il y a quand même des gens qui, je pense, sont un peu plus de gauche que des médecins un peu plus âgés, qui étaient peut-être un peu plus droitiers. Et en gros, il y a un truc qu'on entend souvent, c'est ouais, mais moi j'ai envie de gagner, je sais pas, 10 000 balles par mois, 15 000 balles par mois, parce que j'ai sacrifié 10 ans de ma vie à faire des études. Alors, pour avoir fait des études, je trouve ça toujours un peu bizarre cet argument, parce que les études, c'est plutôt agréable en réalité. Certes, des fois tu taffes, tu vois, mais pour moi, quelqu'un qui fait 10 ans d'études ou quelqu'un qui fait 10 ans à bosser dans des champs ou je sais pas, même être plombier, enfin, c'est plus dur pour moi le monde du travail que le monde de l'étudiant, même pour les étudiants qui font parfois des études un peu compliquées comme médecine. Et là, j'ai vu une meuf qui est en médecine qui a répondu bouh, on sacrifie tout, alors que ça passe sa life à la BU entre copains avec tous les avantages étudiants. Allez faire 10 heures d'usine, on va voir qui sacrifie quoi. Vous êtes vraiment les bouffons que vous pensez être. Bon, alors je ne suis pas pour non plus insulter ce gars, hein, Quel mais Tchad, hein. Quel voilà, il y a Tchad quand sans même un les côté. insultes, hein. Y- voilà, sans les insultes, c'est quand même intéressant parce que j'ai Mais l'impression oui. qu'il y avait presque une auto-hypnose, tu vois, une auto-persuasion de personnes qui font 10 ans d'études et qui ont l'impression que faire 10 ans d'études, ça veut dire qu'en fait, il faut que tu gagnes 10 000 balles par mois. Alors je suis désolé, faire 10 ans d'études, c'est pas l'enfer. C'est pas Mais bien l'enfer sûr. de faire quelle que soit la médecine, de passer parfois des examens qui peuvent être compliqués. Je vois pas en quoi c'est un truc qui fait que tu devrais gagner 5 fois plus qu'un plombier, tu vois. Bah, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse tous un petit stage à la chaîne, tu vois, de 6 mois. Enfin, je sais pas, toi, tu parles des fois des études de médecine, toi, ce qui t'a fait chier, c'est des VSS ou des choses comme ça, mais Ouais. en soi, Ouais, l'étude ouais, de parce que médecine, surtout pour un mec là, qui va faire des soirées, passer ses examens et tout, je vois pas en Mmh. quoi c'est l'enfer, tu vois. Bah, c'est ça, moi, c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs à cette jeune consoeur. Alors moi, je le dis, hein, la jeune génération, je fais un message à la jeune génération de médecine. En règle générale, il y en a plein d'entre vous qui me font rêver. Je le dis, moi, je trouve qu'il y a un vrai changement générationnel avec une nouvelle génération qui est différente de la précédente et qui tient beaucoup plus de discours alternatifs. Et franchement, moi, ça me fait plaisir. Voilà, les zoomers de médecine de gauche, vous me faites kiffer. Je vous le dis, je vous envoie le petit message. Mais moi, ce que je lui ai répondu, c'est il y a des trucs durs dans les études de médecine. Les violences sexistes et sexuelles, on en parlera après, probablement, si on a le temps, dans une autre capsule. Mais les violences sexistes et sexuelles, c'est majeur en médecine. Il y a une étudiante en médecine sur 30 qui est violée pendant ses études. Ça, c'est la réalité des chiffres, hein. Le harcèlement moral, c'est fréquent. L'hôpital, quand il s'effondre, ça oblige à bosser en stage et tout dans des conditions des enfers. Heu, Quand on voit, des patients qu'on peut pas soigner correctement parce qu'on n'a pas les moyens, c'est l'enfer. Il y a des vrais trucs qui sont l'enfer, mais c'est pas la longueur des études, c'est pas les examens et c'est pas le salaire à la fin, faut arrêter, quoi. Ouais, et puis tu vois, il y a Docteur Transfourier qui dit médecine égale études où tu n'as pas besoin de faire un CV, de lettre de motivation, t'as un poste assuré à la fin. Mmh. C'est encore l'entre-soi, c'est encore à cause de l'entre-soi de se croire martyr. Et c'est vrai que moi, pour connaître bon, des gens un peu dans toutes les études, mais je crois qu'il se reconnaîtra s'il écoute, le mec qui se fait le plus baiser que je connais, c'est un type qui est doctorant en biologie, tu vois.
Pourquoi? Parce que doctorant en biologie, bon, c'est dur, mais c'est surtout que tu sais pas si tu vas avoir un poste à la fin. C'est ça qui est dur. C'est que tu fais un boulot qui est très formé, mais tu sais pas si tu vas avoir un boulot. Alors que bon, médecine, tu fais quelque chose qui est très formé, mais tu sais que, un, tu vas avoir un boulot, deux, tu vas gagner bien ta vie. Et donc, c'est quand même pas le même stress. Tu vis pas avec la même, avec la même impression de l'avenir, tu vois. Et ça, faudrait aussi peut-être que la personne qui poste ça, bah, qui est sûrement sympa, Léo machin truc là, mais qui se rende compte de ça. Il a quand même de la chance d'être dans une filière et dans un boulot où il va finir par avoir un boulot qui est en plus super bien payé. Exactement. Et après, encore une fois, bon, calmons-nous sur. Enfin, je veux dire, il y a suffisamment de trucs qui vont pas. Il y a suffisamment de trucs à bouger pour pas aller se flageller sur des trucs où c'est pas ça le problème. Et puis, dernière chose, ouais, tu parlais des thésards de sciences et tout. Il y a plein de gens sur Twitter qui ont répondu aux médecins qui se plaignaient, genre, mais qui accepterait de bosser pour 4000 balles après 10 ans d'études? T'avais tous les doctorants qui levaient le doigt comme ça en disant, Bah oui, alors moi, les moi, docteurs je en suis à chercheurs, ils gagnent pas 1800 4000 balles. balles. Hein. Bah, Je c'est suis à ça. 1800 balles sur un poste précaire. Je bouge dans la France entière pendant 10 ans. Et je suis même pas sûre que je pourrais avoir un poste au bout de 10 ans de précarité, quoi. C'est Et exactement j'ai un ça. très haut niveau de sciences. Bah ouais, voilà. Ouais. Alors ça veut pas dire qu'il faut niveler par le bas et que tout. Moi, je serais pour que les doctorants, enfin, je serais pour que les maçons, les plombiers, les gens à l'usine et les doctorants puissent prétendre au même niveau de rémunération correcte que n'importe quel être humain mérite. Et Après, voilà, les quoi. doctorants, ils avaient qu'à faire des études aussi, tu vois. S'ils avaient fait des études, peut-être qu'ils en Ouais, seraient pas c'est là. ça. C'est ça, c'est ça. Des vraies études avec des QCM, quoi. Exactement. Bon, on va peut-être s'arrêter là pour cette capsule. Ouais, on Sur a ce, dit bah, qu'on je faisait te court, mais c'est pas remercie. court, hein. Je te remercie, Dr Zoé, Mais de d'être rien. passé pour nous parler de tout ça. Donc, je vous rappelle, Dr Zoé sur Twitter, c'est Dr-du-bas Zoé-du-bas. On va mettre du coup quelques liens en description. Et Ouais. sur ce, on vous dit à la prochaine fois. À plus tout le monde. Salut.